Mais seulement donc le contexte actuel impose non seulement une phase de révision, mais une phase aussi de rattrapage. Oui, mais c'est des professionnels qui sont habitués à ces activités. Un enseignant de l'année 2020 a quand même acquis beaucoup d'expérience en termes d'enseignement à distance et d'outils pédagogiques. Donc vous voyez que quand on est face à une classe, la réalité que vous avez à Sinthiou Mohamed, donc chez moi, là où vous avez cité tout à l'heure, et à Dakar, c'est totalement différent. La réalité que vous avez dans les écoles privées, elle est totalement différente de notre qui est là-bas. La réalité que vous avez dans un atelier d'électrotechnique, de génie mécanique ou autre, c'est différent. Donc chaque entité prépare ses élèves pour qu'ils aient les prérequis nécessaires qui leur permettent d'entamer dans de bonnes conditions l'année qui arrive. Est-ce que le calendrier des fêtes sera revu? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, chaque année, nous avons un décret qui organise l'année scolaire. Ce décret, donc, on est en train de le préparer. Ça fait plus de 3 semaines qu'on a plusieurs ateliers, des ateliers à Thiès, à Hambourg, grande concertation pour évaluer l'année dernière et voir comment on va entamer cette année. Et donc, le décret qui organise l'année n'est pas encore signé, parce que c'est ce décret qui fait le découpage de l'année, qui détermine l'ensemble de ces éléments. Faut-il réduire les vacances? Faut-il aller vers les examens au mois de juin ou juillet ou août? Donc, vous voyez, quand on aura terminé cette programmation, ce décret, dès qu'il va être signé, certainement, il y aura des modifications importantes dans le calendrier, dans le quantum horaire et également au niveau de certaines matières. On est à quelques jours de la rentrée scolaire. Les orientations ne sont pas encore terminées, de même que le mouvement national des enseignants. Pourquoi ces retards récurrents chaque année? Il n'y a pas eu de retard, moi. Je crois que ça, c'est peut-être, ça a été préparé bien avant. Mais le mouvement national, c'est derrière nous. Ça a été fait, plus de 5000 enseignants sont déjà affectés. Donc, je ne vois pas, au niveau de l'orientation également, tout est terminé. Non, il n'y a pas de retard. Il y a une semaine, effectivement, tout n'était pas calé. Mais aujourd'hui, je vous dis que les enseignants sont affectés, ils sont déjà en place. Ce qui nous reste, nous avons 3000 enseignants qui arrivent. Il y en a à peu près 1975 qui terminent, qui sont des instituteurs. Ils viennent de terminer, les corrections sont faites, ils vont être affectés la semaine prochaine. Ceux-là, oui, ils vont compléter donc. Ils vont aller regarder 1975. Il y a encore 1025 professeurs. Il y en a qui sont sortis de la qui vont sortir de la FASTEF. Ceux-là, effectivement, on attend. Pourquoi? Parce qu'ils ont une partie pédagogique où ils doivent être devant l'élève pour qu'on les évalue. On attend que les cours démarrent la première semaine pour qu'on puisse les évaluer devant les élèves. Au niveau de l'INSEE, les élèves maîtres, c'est ceux-là, les instituteurs. Les formations sont terminées, les évaluations sont terminées. On a positionné des élèves en fonction des localités pour remplacer les départs. Et certainement, cette semaine, ils vont tous être affectés pour compléter. Et je rappelle que c'est la première fois. En général, on démarre au mois d'octobre et on avait nos élèves maîtres qu'au mois de novembre. Mais cette fois-ci, ils vont être affectés là tout de suite pour démarrer l'enseignement-apprentissage. Reparlons des examens de l'année dernière, surtout le baccalauréat et le BFM. Il y a eu beaucoup de bruit autour du taux de réussite, 48% au baccalauréat, si je ne me trompe pas, oui. 74% au BFM. Exactement. La question, est-ce qu'il y a eu une entreprise visant à faciliter le passage des élèves aux examens? Non, pas du tout. Celui qui dit ça, soit il n'est pas enseignant, soit il est loin de l'école, soit il n'est pas parent d'élève qui regardait son enfant préparer les examens. Ces examens, celui qui dit qu'ils ont été, entre guillemets, j'ai entendu parler, truqués, facilités, non, pas du tout. Celui qui le dit, c'est qu'il n'a pas compris c'est quoi l'école, c'est quoi l'évaluation. Je vais vous faire une démonstration. Nous avons démarré l'année dernière, le 3 octobre. Jusqu'au 14 mars, les cours se sont pratiquement déroulés correctement. Il y a eu 2 jours de débrayage ici, une matinée là. Donc, globalement, de octobre jusqu'au mois de mars, ça s'est très bien passé. Et dès qu'il y a eu l'arrêt des cours, nous avons tout de suite installé ce qu'on appelle le dispositif apprendre à la maison. On a même notre canal éducation. On a nos radios. Il y a beaucoup qui en ont fait. Des télés privées, des radios communautaires. Des professeurs se sont réveillés spontanément. Ils ont recréé leur classe virtuelle pour continuer. Donc, ces élèves qui étaient en classe d'examen ne sont jamais éloignés de l'école. La continuité pédagogique existait. Et quand il a fallu reprendre, notre stratégie a été de dire qu'on ne reprend pas tout le monde. Nous reprenons que les classes d'examen. Et ça a été payant.
Pourquoi? Parce que vous prenez le CM2, une école élémentaire où il y avait 6 enseignants, où il y a un seul CM2. Tous les 6 enseignants sont présents et on divise les élèves par 20 par classe. Donc, accompagnement très rapproché, nombre d'élèves réduit, focus sur l'examen. Voilà ce qui s'est passé. La même chose au niveau du collège, il n'y a qu'une classe 3e. Au niveau des lycées, une seule classe de terminale. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on ait de très bons résultats. Alors, donc, ces enseignants qui avaient envie, présents, ces élèves qui avaient envie également, les parents d'élèves, toute la communauté éducative a encadré, c'est ce qui fait que nous avons eu ces très bons résultats. En termes de difficultés, les sujets ont à peu près les mêmes niveaux de difficulté. Donc ceux qui choisissent les sujets ne sont pas du tout, ils ne sont pas dans ces calculs. Nous n'avons pas fait comme d'autres pays qui ont décidé comme ça de donner soit le baccalauréat ou le brevet en faisant des contrôles continus. Non, nous avons continué et surtout pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on arrêtait, au niveau du secondaire, il ne restait qu'un semestre. Le premier semestre, c'est d'octobre jusqu'au mois de mars. Après, ils avaient les vacances de Pâques. Donc, ils devaient revenir en fin avril. Mais avril, quand ils reviennent en avril, ils ont avril, mai, juin. Ils n'ont que 2 mois. Donc, le dernier semestre qu'on dit au niveau du secondaire n'est semestre que de nom. Il ne dure que 2 mois maximum. Et c'est la même chose au niveau de l'enseignement élémentaire. Nous avions déjà fait 2 trimestres. Il en restait un seul. Et le dernier trimestre également n'est trimestre que de nom. Il dure à peu près 1 mois, 15 jours. Donc, le temps qui nous restait, nous l'avons calculé. Et nous avons dit donc, voilà, on va reprendre le 25 juin pour aller jusqu'au mois de septembre pour passer les examens. Ça veut dire que de mars jusqu'au mois de septembre, les élèves étaient en train de préparer leurs examens. Donc les résultats que nous avons ne peuvent être que bons. Mais comment expliquer que malgré les effets négatifs de la pandémie de Covid-19, un arrêt brutal qui a dû sans doute avoir aussi une conséquence sur la préparation psychologique des élèves et éventuellement des candidats, malgré tout cela, l'enseignement à distance aussi, nous savons que dans certaines localités du pays, il est beaucoup plus compliqué que dans d'autres. Oui. Tous ces aspects réunis-là, malgré tout cela, qu'on ait eu ces résultats records, parce que depuis 2010, on a dépassé 42%. Mais ça veut dire tout simplement que l'homme est dans une perpétuelle adaptation. Face à une situation, l'homme s'adapte. Et heureusement, avec la Covid-19, nous avons accéléré le dispositif qu'on appelle le numérique. Nous savions que de toutes les façons, demain, l'école se fera et en présentiel et en numérique. C'est ça qui se fait dans le monde. Nous avions les outils. Nous avions tout ce qu'il fait en termes de ressources, donc de beaucoup d'éléments au niveau numérique. Nous l'avons mis, nous avons seulement utilisé. Donc c'est une adaptation qui fait que les conditions ont été assouplies, l'encadrement a été renforcé et aussi, il faut le dire, la radio et la télé ont joué un très grand rôle. Moi, personnellement, il m'arrivait de suivre les cours de Terminal S, de son, en sciences physiques et tout, et c'est vraiment un outil extrêmement important. Donc vraiment, cette Covid nous a montré qu'il est possible de revoir au niveau de nos programmes qu'est-ce qu'il faut faire. Il est possible de revoir également au niveau de l'encadrement rapproché comment faire. Et il est possible également de voir comment allier le numérique et les cours en présentiel. Donc c'est tout ça, c'est des enseignements positifs qu'il faut tirer de cette pandémie pour que dès cette année, nous allons maintenir ces deux. Qu'il y ait Covid ou non, nous allons maintenant avoir le numérique et la présentielle. De toutes les façons, ça avait commencé au niveau de l'université, avec les universités virtuelles du Sénégal. Je sais que vous n'êtes pas le ministre de l'Enseignement supérieur, mais est-ce que tous ces élèves-là qui ont réussi au baccalauréat pourront être orientés? Nous sommes dans le même gouvernement. L'année dernière, déjà, nous avions orienté tout le monde. Et cette année également, le ministre Cheikh Oumar Anne et le gouvernement en entier. Donc, nous avons pris la décision d'orienter tout le monde. Et pour vous dire aussi... Est-ce que ce sera possible? C'est possible. Avec un nombre record de... Non, c'est possible. Et de toutes les façons, quand vous regardez la population du Sénégal, le nombre, quand on regarde également ce qui se passe dans le monde, le nombre de bacheliers, on devra encore aller au-delà. Il faut que le nombre de bacheliers augmente. Et ça, nous sommes dans cette dynamique. Le ministre de l'Enseignement supérieur est en train d'élargir donc les UVS, les unités virtuelles du Sénégal. L'ensemble des ENO, les espaces numériques ouverts encore, s'installent. Les universités sont en train d'être construites. Donc non, on va aller.
ils seront tous orientés. Auparavant, il y avait des étudiants orientés dans le privé, mais l'État semble être dans une posture de changement de politique. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer davantage l'orientation? Non, 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 non. À un certain moment, l'État avait jugé nécessaire de les orienter dans le privé, mais aussi l'État reprend, en tout cas au niveau du public, comment orienter ses élèves. Nous avons plusieurs universités. Nous avons des espaces numériques ouverts, nous avons l'Université virtuelle du Sénégal. Il est possible que nous prenions donc ces bacheliers. Les autres ici qui avaient l'habitude d'aller dans le privé, ils vont continuer à aller parce que c'est des options. C'est des options même à la limite familiale. Très tôt qui se disent je préfère le privé et puis d'autres le public. Non, non, nous sommes dans une dynamique d'orienter tout le monde et l'université va absorber donc tous ceux qui ont eu le bac et de toutes les façons, le numérique va jouer un très grand rôle. Les universités virtuelles du Sénégal, les espaces numériques ouverts installés à travers le Sénégal et surtout diversifier l'offre. Des orientations vers l'entrepreneuriat, vers l'agroalimentaire, vers vraiment des métiers, donc arrimer les formations dans le supérieur et dans le professionnel vers l'économie, donc vers le secteur privé.